Troisième et dernier chapitre du thème 7 sur le partage de l'information, source de l'intelligence collective, où on va voir dans ce chapitre comment l'intelligence artificielle contribue-t-elle à optimiser le fonctionnement de l'organisation. Donc on va voir le rôle et les principaux enjeux que génère l'intelligence artificielle dans les organisations. Alors déjà, une définition, c'est quoi l'IA? Ben, c'est la capacité d'une unité fonctionnelle à exécuter des fonctions généralement associées à l'intelligence humaine. Donc l'intelligence humaine, elle est capable de raisonner et d'apprendre. Donc on va voir dans ce chapitre, on va le décliner en deux niveaux, le machine learning et le deep learning. Donc dans le machine learning, il y a quatre types de machines et qui vont aller de, on va dire, de plus simple au plus sophistiqué. Premier niveau, c'est un apprentissage supervisé. Ça, on donne des exemples à la machine et on supervise et on va dire ceci est une pomme, ceci est une pomme, ceci est une pomme. Et donc on va apprendre et c'est ce qui fait que Google, par exemple, sur Google Images, si vous retrouvez, vous mettez pomme dans le moteur de Google Images et que vous trouvez une pomme, c'est parce que il y a des personnes, des superviseurs qui ont enregistré les photos en disant ceci est une pomme. Voilà. Et donc il y a eu une codification de l'image qui fait qu'à un moment donné, la machine reconnaît la pomme et si ce n'est pas le cas, on lui corrige. Et voilà. Donc ce type d'IA, c'est utilisé pour identifier des contenus de vidéo. Alors après, dans l'utilisation industrielle, ça peut permettre de prédire les prix de vente d'une maison en fonction d'un historique. Exemple, Zillow, qui est une application immobilière aux États-Unis, où, à la différence de la France, tous les prix sont notés, il n'y a rien de confidentiel, on connaît la valeur d'une maison. Et du coup, on peut avoir l'historique de la valeur d'une maison et on peut du coup éventuellement déterminer son prix dans le futur. Gros enjeu aussi du machine learning sur l'apprentissage supervisé, c'est la prédiction des risques médicaux. Donc là, c'est supervisé par des médecins qui disent que quand il y a un tel et tel symptôme, il peut y avoir telle maladie derrière. Et donc, du coup, en accumulant un maximum de retours de médecins et donc de supervision des symptômes, eh bien, la machine finit par reconnaître à partir de tels symptômes qu'il y a telle raison, telle maladie. C'est, pour exemple, l'iWatch qui finit par reconnaître par la pulsation anormale, la pulsation cardiaque anormale enregistrée par la montre, que la personne qui porte la montre est peut-être en train de faire un arrêt cardiaque et de faire un infarctus. Et donc, la montre va non seulement reconnaître que c'est les symptômes d'un infarctus, mais en même temps, il va géolocaliser la personne et il va appeler une ambulance qui viendra le chercher là où il est en train de faire son footing, par exemple. Donc ça, c'est une application de l'apprentissage supervisé. Deuxième niveau, l'apprentissage semi-supervisé, c'est-à-dire qu'on va donner quelques instructions à la machine et puis après elle va travailler toute seule. C'est ce qu'on voit dans Facebook quand vous allez dire que telle personne, vous pouvez mettre un nom sur telle ou telle photo, elle finira par faire de la reconnaissance faciale et reconnaître les mêmes traits dans différentes photos de la personne et de pouvoir automatiquement lui attacher un nom. Google et Apple font la même chose. Quand vous choisissez d'héberger et de nommer des photos, eh bien, la reconnaissance faciale se fera d'une manière automatique. Troisième niveau de machine learning, la machine non supervisée. Donc là, elle prend des données brutes et elle les trie. Elle reconnaît que là-dedans, il y a deux bananes qu'elle va mettre de côté, et il y a des pommes, mais elles ne sont pas de la même couleur, donc elle va les séparer. Et donc, ça peut, en lui fournissant un maximum d'exemples au système, lui, il va pouvoir les trier sans pour autant lui donner un nom. Mais ça permet de trier les anomalies. C'est-à-dire qu'on peut retrouver en effet une banane dans un groupe de pommes.
Alors, exemple, la fraude bancaire ou l'anomanie bancaire. Vous avez des relevés de carte bleue. Donc, à 14h52, vous étiez en train d'acheter de l'essence à Paris 19e. À 15h18, vous étiez toujours à Paris 19e et vous avez acheté un gâteau dans une boulangerie, vous avez payé avec la même carte bleue. À 15h30, vous êtes à Monoprix et vous avez fait vos courses. Et au milieu de ces données-là, vous avez à 15h02 le règlement de facture de soins dentaires à Barcelone. Bah là, comme l'information est géolocalisée et qu'on sait que bah, vous avez un tracé de votre circulation à Paris et qu'il était impossible que vous soyez en même temps à Paris et en même temps à Barcelone, eh bien, bah, ça reconnaît l'incident bancaire et donc ça envoie une alerte, par exemple. Donc, c'est utilisé de plus en plus dans le marchandisage des magasins pour détecter des corrélations, pour mettre des produits côte à côte dans un rayonnage de magasin. Quand, par exemple, bon, ça vous le verrez plus tard, quand on fait de l'implantation par îlot, où on essaye d'avoir un concept par îlot et de regrouper les produits ensemble. Quatrième niveau, c'est l'apprentissage par renforcement. Et donc là, on est sur un mode de récompense et de punition qui est dans la logique de faire évoluer le robot, qui peut être un robot physique ou un robot virtuel. Et donc, par exemple, quand on a un robot physique où on lui apprend à marcher dans des terrains accidentés, eh bien, bah, à un moment donné, bah, il va tomber ou il va se casser la gueule parce qu'il y a eu un obstacle qu'il n'a pas bien négocié et qu'il n'a pas bien anticipé. Eh bien, il va se corriger lui-même et devant le même obstacle, la prochaine fois, bah, il le prendra autrement. Alors c'est, pour exemple, le robot qu'on a envoyé sur Mars, il fonctionne de cette manière-là, parce qu'il a été entraîné déjà dans le désert du Nevada pendant des mois, à franchir tout type d'obstacles et à chaque fois, ben, il apprenait de ses erreurs pour pouvoir faire du renforcement. Alors c'est aussi les bots qu'on trouve dans les jeux vidéo. Eh bien, quand vous jouez contre la machine, eh bien, bah, il apprend de ses erreurs. Alors le premier jeu apprenant et qui est devenu très connu, hein, c'est Deep Blue, qui est le jeu virtuel d'échecs qui a été mis en place par IBM. Et plus il joue contre des champions d'échecs mondiaux, bah, plus il apprend de ses erreurs et plus il devient imbattable. Alors là, c'est la transition, c'est pour dire qu'on est passé donc d'un ensemble général d'intelligence artificielle comme on peut l'avoir à un niveau peu évolué comme Siri hein, de votre smartphone, au machine learning qu'on vient de voir maintenant, et là on va passer ce qu'on appelle en deep learning. Donc le deep learning, c'est l'apprentissage profond qui va reposer sur une technologie qui peut apprendre des données brutes, des traitements de texte, de reconnaissance vocale, faciale, vidéo, et qui va créer des neurones numériques. Et donc c'est à l'image de notre cerveau, on a des neurones, donc des poches de connaissances qui sont des fois espacées, et ces neurones vont créer des synapses qui vont créer des connexions et qui vont créer du sens. Et bien donc les réseaux de neurones, c'est exactement la même chose. Et donc dans le deep learning, il y a une première couche des réseaux de neurones qui vont en fait créer des synapses entre eux et qui ont créé donc de l'intelligence, du lien. Et après, on va dans le deep learning, on va empiler les couches de réseaux de neurones pour renforcer cette connexion. Et au final, il va être capable, en fait, c'est une forme de sous-traitance de ce que le cerveau humain pourrait faire. Et il peut travailler H24 sans jamais se reposer à créer des couches et des couches de réseaux de neurones et donc d'améliorer une connaissance planétaire.
Alors beaucoup d'entreprises investissent beaucoup dans ces réseaux de neurones en ayant pour objectif, notamment dans la santé, d'être plus fort que toute la recherche médicale à un moment donné. Et c'est ce que Google s'est donné comme objectif il y a 3 ans. Google s'est donné comme objectif que l'intelligence artificielle, le deep learning de Google sera plus puissant dans les 10 années, c'est-à-dire horizon 2027, sera plus puissante que toute l'intelligence médicale du monde. Voilà. Donc c'est des gros défis avec aussi un raisonnement philosophique ben, que je vous engage à voir avec votre prof de philo.